Good morning, everybody. I think we can safely begin. My name's Chayo Mshauko Sanasir from GIZ Zambia, Lusaka, and I'm glad to be here today. So today's topic or the session in this room is focusing on policies, institutions, and regulation. And the session topic is governance experiences in the African sanitation hygiene sector, and specifically focusing further on framework conditions for the SDG 6, linking global and national targets. And we have representatives from various institutions across the region. We have GIZ, so representatives from GIZ who will be shortly introduced. We have the Ministry of Water and Sanitation Senegal. We have a representative from BMZ. We have at implementation level or regulatory level, we have AWURA, which is the Energy and Water Utilities Regulatory Authority from Kampala, Uganda. Then, that's Tanzania. Then we have NWASCO, National Water and Sanitation Council from Lusaka, Zambia, and we have the Kampala City Council Authority. So you're all welcome to this session, and we hope that it's going to be very productive and interactive as much as possible, because we've lost a lot of time in our session earlier. We hope that we can limit it to 1 hour from an hour and a half. So we'll definitely keep a tab on time. Yeah, so to introduce Ilenga, my colleague, she'll give an overview of all the speakers, and then we can get into the sessions. Thank you. Good afternoon, everyone. Our first speaker is Dr. Ulrike Porkowski, and she is the head of the GIZ Global Program Sanitation for Millions and the Sector Program for Sustainable Water Policy. She has worked as a project leader in as a planning expert and senior advisor in Eschborn, Germany. And she also, before that, she did some consultancy work in Buenos Aires and in Brazil. Over to you, Doctor. Good morning, or rather good afternoon almost, to all of you. I'm pleased to be speaking here on behalf of German Development Corporation, so not for GIZ alone. German Development Corporation has been firmly committed to the issue of sanitation for many decades. German Development Corporation played a part in formulating and introducing sanitation into the MDG agenda. German Development Corporation has been at the core of the discussion about the SDGs, and German Development Corporation is also firmly engaged on the ground on water and sanitation in Africa. Of the 18 water and sanitation focus countries of German Development Corporation, 13 are on the African continent. This engagement is shaped by the BMZ water strategy, BMZ being the German Ministry for Economic Cooperation and Development, very long name as we heard before, at the core of the strategy is to draw increased attention to sanitation issues and focus on a human rights-based approach, taking the leave no one behind principle into account. And what does that mean? We heard before in this morning's, those of you who have attended the morning plenary, we heard a strong advocacy about making sanitation a business, to make it the next unicorn startup. Yes, that's all very nice. That's a very good idea. And if we manage to really, if private sector companies really manage to treat human waste as a resource, then eventually this will help to make sanitation more viable. In the meanwhile, we cannot sit down and wait for this to happen.
and we cannot assume that private sector engagement is going to deliver on leaving no one behind. Decent living conditions and healthy populations are essential prerequisites for human development, and sanitation is of the core of this. And as we have experienced in Europe and in many other regions of the world, governance and regulation are key to achieve this universal access. So German Development Corporation wants to partner with African governments to strengthen the African states' own development capacities and to strengthen African governments and their institutions in taking seriously their responsibility towards their people. And let us not make the mistake that was made by many parts of the development community in the 1990s to think that, oh, the private sector is going to solve it all. Sanitation is part of the essence, of the essential preconditions of healthy living. It is a human right, and thereby it is the role of the state to not only create enabling environment for it, but also to make sure that minimum standards are kept and enforced. I think things that are going to play an increasing role in the whole context of governance is, with the SDGs focusing on universal access, the role of governance and regulation must go way beyond the traditional sewage companies. So non-sewered sanitation, on-site sanitation will have to be part of what we govern and regulate. Rural sanitation will have to be part of what we govern and regulate. And therefore, the whole way of how we think about governance and regulation will have to adapt to this new challenge, or it's not a new challenge, but it's an increased aspiration, and we hope that we can contribute with this session here to foster the concept of an inclusive approach to the whole sanitation chain and anchor it firmly in the legal and regulatory and institutional framework of our partner countries, of your countries, of the African countries. Therefore, we welcome the contributions and collaborations of other donors and development partners to increase and scale up in order to realize the Ngor Declaration of Sanitation and Hygiene, which I think is a very important and very great step forward. And I think it's maybe marks the new nature of this declaration, that it's not named after a city. When I first heard it, I thought, Ngor, where is this city? You know, I know where eThekwini is, but where is Ngor? No, it's the word, I learned the Wolof word for dignity, and I think it stresses the importance of sanitation for our dignity. And also, the German ministry remains committed to supporting AMCAU in the role that AMCAU plays in this respect. Thank you very much, and I wish you all a fruitful session. Our next speaker is Dr. Ababakar Mbaye from Senegal. He is the Director of from the Ministry of Water and Sanitation, and he previously worked in a technical advisor capacity in rural sanitation. He will be presenting in French, and there are headsets for all of our English speakers outside the session room. Thank you. Over to you, Doctor. Merci beaucoup. Je vous salue au nom donc
ministre de l'Assainissement du gouvernement du Sénégal, empêché, parce que vous comprenez bien qu'évidemment, on est dans une situation de préparation des élections présidentielles au Sénégal. Je salue évidemment l'ensemble des responsables d'Africa San et de FSSM, à qui évidemment nous remercions évidemment de se réunir d'ensemble, de cette ligne de force, pour trouver des solutions au niveau des problématiques de l'assainissement et de l'hygiène. Alors, chers représentants, la coopération allemande de développement, chers représentants de nos frères Ouganda, Tanzanie, Zambie, nous savons qu'évidemment, à l'échelle mondiale, l'accès à l'assainissement est en retard sur l'accès à l'eau potable. Alors, de façon vraiment, en quelque sorte, très importante, ce retard-là, nous n'allons pas y revenir par rapport tout simplement à ce contexte. Tout à l'heure, nous avons eu évidemment à suivre un peu la description tout simplement donc, de ce retard au niveau tout simplement de cette commune d'ouverture. Actuellement, nous pouvons dire que au moment où les pays se préoccupent d'atteindre leurs objectifs nationaux, ainsi que les objectifs de développement durable, il existe une demande croissante de conseils en orientation sur la meilleure façon de créer un environnement favorable à l'assainissement, au moyen de politiques, de plans et de cadres juridiques solides qui accéléreront les progrès vers l'atteinte de la cible ODD 6 en matière d'assainissement. À la lumière de cette demande, des études de cas sont menées, des réformes évidemment effectuées pour pouvoir présenter des éléments factuels sur la portée et le contenu des cadres d'assainissement et plus particulièrement comprendre comment et dans quelle mesure les éléments de l'ODD 6 et les directives de l'OMS sur l'assainissement et la santé s'élargissent sur ces cadres. Pour répondre à ces attentes, le Sénégal, comme l'ensemble des pays membres de l'AMCAO, doivent s'engager à relever les défis du climat de l'assainissement et de l'hygiène en Afrique avec une forte volonté politique des gouvernements et une mobilisation des autres parties prenantes pour que nos populations puissent accéder à un assainissement et à l'hygiène adéquate et équitable pour tous et mettre fin à la déforestation d'ici 2030. C'est dans ce cadre que cette session qui nous réunit actuellement va aborder la thématique sur les politiques, les institutions et la réglementation, avec un partage d'expériences au niveau de certains pays comme Ouganda, Tanzanie, Zambie et le Sénégal. En termes d'objectifs pour cette session, nous pouvons noter qu'il s'agira d'examiner les cadres existants de politique et de planification en matière d'assainissement, de présenter des informations sur les arrangements institutionnels, les plans nationaux de développement, les lois, réglementations, stratégies et politiques, et enfin, de partager sur les innovations et les solutions aux principaux goulots d'étranglement du secteur. Donc nous voilà, évidemment, en collaboration évidemment, avec la coopération allemande, qui appuie dans le cadre de la réforme, d'une réforme en matière d'assainissement et d'hygiène de certains pays, partager tout simplement cette session. Donc avec plaisir. Donc nous, à notre niveau, nous allons essayer de revenir sur, en quelque sorte, le passage, en quelque sorte, de notre évolution par rapport à la gestion donc, de ce secteur en matière d'assainissement et d'hygiène. Donc en attendant, donc, nous vous remercions, nous présentons en quelque sorte plein succès donc, à cette session. Je vous remercie. I think we would have the presentation up. So we'll have the same speaker come up and run us through the presentation. Thank you very much.
Alors, merci beaucoup. Donc, à nous de présenter un peu l'expérience sénégalaise en matière de politique, institution et réglementation. Alors, ce que nous, évidemment, présentons ici, nous avons partagé ça avec l'implication de certains acteurs, tels que, évidemment, les structures du ministère, que sont la cellule de coordination et de planification des programmes au niveau du Sénégal, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qui est l'opérateur en matière d'assainissement, et d'autres acteurs, des bailleurs, UNICEF, USAID, Banque mondiale, BAD, qui nous ont accompagnés, mais des acteurs fondamentaux du secteur privé. Donc nous avons aussi, en quelque sorte, des cabinets, des associations de développement qui, en quelque sorte, ont un engagement très fort au niveau, donc, tout simplement, des politiques en matière d'assainissement. Alors, nous allons présenter d'abord quelques données au niveau d'accès à l'assainissement, à l'allocation budgétaire, et présenter aussi les politiques et stratégies adossées au niveau du plan de développement national, considérer aussi la régulation du service, la normalisation en tant qu'innovation, et terminer par les réformes effectuées en cours et des recommandations en termes de perspective. Alors, si nous considérons en réalité donc la position du Sénégal par rapport à l'accès, évidemment, à l'assainissement, le taux d'accès amélioré à l'assainissement urbain est supérieur de 26 points par rapport à la moyenne sous-régionale, mais inférieur à 16 points par rapport à la moyenne mondiale. Mais en réalité, il y a toujours la défécation avec les libres qui est persistant. Nous considérons en milieu rural que, évidemment, le taux d'accès est supérieur de 22 points par rapport à la moyenne sous-régionale, mais inférieur de 8 points par rapport à la moyenne mondiale. Mais là, évidemment, la défécation à l'air libre persiste de façon croissante. Nous avons évidemment à considérer le niveau d'allocation budgétaire pour l'assainissement avec l'objectif minimal de 0,5% du PIB d'ici 2020. Alors, ce qu'il faut noter est qu'au niveau du Sénégal par rapport au PIB, évidemment, ce montant alloué régresse évidemment de 2014 à 2016. Il faut comprendre comme quoi que, parce que nous sommes dans une situation où, évidemment, on a des investissements très structurants dans certains domaines comme le transport, l'énergie, qui en réalité qui sont évidemment des domaines très prioritaires par rapport à l'assainissement. Donc c'est à ce niveau-là que vraiment vous comprenez bien un peu, évidemment, cette baisse au niveau tout simplement, donc c'est un montant alloué. Si nous considérons le plan national de développement, qui est le plan Sénégal émergent, qui est le plan national de développement pour soutenir l'émergence économique du Sénégal, dans son axe de capital humain, protection sociale, développement durable, qui vise pour l'assainissement, nous considérons le développement de l'assainissement en milieu urbain et rural, mais aussi la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de l'assainissement. Ce qu'il faut noter est qu'au niveau de la gouvernance, nous avons la lettre de politique sectorielle de développement du secteur eau assainissement de 2016 à 2025, qui est adossé à un ensemble tout simplement d'orientation, l'agenda 2030, l'ODD 6, la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'appui public développement, les directives de l'UMOA, la vision africaine de l'eau, donc portée par Amkao, le plan Sénégal, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi les réformes en matière de décentralisation, gouvernance, changement climatique, et aussi la révision donc, du code de l'eau. Ce qu'il faut noter aussi, qu'en termes tout simplement de stratégie en milieu urbain, nous avons un plan stratégique de développement, en milieu urbain, avec un coût global de 256 milliards, actuellement, une mobilisation de 115% que nous avons tenue, mais un plan, en quelque sorte, qui a pour d'assurer une implication réelle des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre des programmes d'assainissement. Donc, qui va permettre, évidemment, d'atteindre 70% de taux d'accès à un assainissement adéquat, assurer un taux de traitement, 110%, et un taux de pollution, 55%, à l'horizon 2020, mais dans des cadres, dans des conditions cadres bien définies, conditions cadres stratégiques, en instaurant, évidemment, des mécanismes durables de recouvrement, des coûts du service et de financement de l'accès à l'assainissement, mais aussi, évidemment, en conditions cadres opérationnelles, en renforçant le cadre d'organisation et de la gestion des ressources humaines. Alors, en milieu rural, il faut se dire comme quoi que le plan d'action en milieu rural a été, évidemment, mis en exergue avec 169 milliards de francs CFA, avec actuellement seulement moins de 50% qui ont été mobilisés. Mais ce plan d'action-là est adossé évidemment à l'élaboration et encadré par l'élaboration des conditions cadres. Donc, conditions cadres avec le rôle de l'État,
un cadre juridique très, très important, mais aussi, en quelque sorte, la génération de la demande. Si on parle de génération de demande, donc une mobilisation communautaire très forte qui est considérée, la génération, le développement aussi de l'offre, avec évidemment la complémentarité des approches, parce que chez nous, on a beaucoup d'approches de subvention, de sans subvention avec l'approche ATPC, mais aussi actuellement avec une approche marché, donc qui est en quelque sorte mis en exergue. Mais tout ceci, évidemment, avec un mécanisme de financement qui soutient un peu donc, cette stratégie en utilisant en quelque sorte le social business avec un plan de développement bien déterminé, surtout l'implication évidemment du secteur privé, encadrer un peu la subvention, donc c'est-à-dire une subvention qui est ciblée. Ce qu'il faut noter aussi au niveau des gros centres ruraux, parce qu'entre l'urbain et le rural, nous avons évidemment des localités intermédiaires. Là aussi, ça demande en quelque sorte de l'assainissement, des services d'assainissement spécifiques. Et pour cela, la stratégie qui a été mise en exergue, donc met en exergue en quelque sorte 5 domaines d'intervention. La gestion des exclats, les bouts de vidange, les eaux grises, donc gestion des eaux usées lorsqu'il y a un mélange et la pratique d'hygiène. Mais comme principe de base, il faut se dire comme quoi que nous voulons à ce qu'au niveau de ces zones-là, qu'il y ait l'équilibre entre l'offre et la demande pour tous les produits et services d'assainissement. En termes tout simplement d'axes stratégiques, donc nous avons évidemment à établir un peu des conditions cadres nécessaires, mais la génération de la demande est aussi suivie par la génération de l'offre. Et pour finir, en termes de budgétaire, nous avons phasé évidemment cette stratégie en 3 parties, court terme, moyen terme et long terme, avec un coût de un peu plus de 176 milliards. Alors, ce qu'il faut noter aussi en termes de régulation, nous avons évidemment un code d'assainissement qui a été adopté en 2009, avec son degré d'application adopté aussi en 2011, qui met l'accent surtout sur l'ensemble des domaines d'activité de l'assainissement dans toutes ces variantes. La détermination des responsabilités de l'autorité délégante, évidemment les responsabilités des communes, donc qui sont importantes en tant qu'acteurs, et ainsi de suite. Mais auparavant, en 2008, il y avait une loi de services publics de l'eau et de l'eau potable qui, évidemment, organisait un peu les services publics de l'eau et de l'assainissement collectif. Et là, évidemment, l'État assure aussi la fonction de l'autorité délégante. Donc tout ceci, c'est mettre en exergue ce qu'on appelle des conditions propices dans le cadre de l'assainissement. Alors, en termes d'innovation, on parle un peu de la normalisation. Le Sénégal, évidemment, au cœur tout simplement de ce système de normalisation internationale. Ce qu'il faut noter, nous avons la première norme, donc NS 05061, qui a été adoptée en 2001, relative aux eaux usées, des normes de régie avec l'application qui est en cours, donc en réalité. Mais actuellement, nous avons évidemment l'adoption nationale de la norme ISO 30500 relative tout simplement à la conception et les essais des ouvrages des systèmes d'assainissement non collectifs. Et là, il faut se dire comme quoi que le Sénégal était le premier pays au monde à adopter tout simplement cette norme-là. En termes de perspective, nous avons aussi 2 normes qui en réalité l'ISO 2452 relative tout simplement à la gestion et maintenance des systèmes d'assainissement, mais l'autre ISO PC 318 c'est relatif tout simplement à la réutilisation tout simplement ou bien la réutilisation tout simplement des sous-produits de l'assainissement. Donc qui en réalité des normes qui vont servir donc à l'institution de mettre en place ce qu'on appelle des textes réglementaires, donc pour encadrer l'ensemble des activités et donc qui seront mis en exergue. Alors, pour revenir un peu par rapport à la réforme, donc en arrière, nous avons évidemment, avant en 1996, nous avons une société qui gérait en même temps l'assainissement et l'eau. Donc, après 2016, après cette réforme-là, il y a eu l'éclatement, une société qui gérait uniquement l'eau potable, mais l'ONAS qui est là, qui gérait évidemment l'assainissement en milieu urbain et périurbain. Et nous avons ici le fermier, qui est la SDE, qui s'occupait tout simplement de l'exploitation de ces services-là. Alors, ce qu'il faut noter en termes tout simplement de cadrage par rapport à les orientations bien déterminées pour l'assainissement en milieu urbain, nous avons l'État qui est en réalité la tutelle, qui signe un contrat de performance avec l'ONAS, qui est le délégataire. Lui, l'ONAS, en quelque sorte, qui signe des contrats de services et délégation de services publics avec les opérateurs privés. Donc tout ceci suivant des orientations à 2 axes, gestion des eaux usées, mais aussi gestion des eaux pluviales. Donc avec une plus grande participation du secteur privé au niveau des eaux usées, pareillement avec au niveau évidemment des eaux usées, on fait accent surtout sur la sous-traitance et la mise en œuvre du mécanisme de financement durable sur la base des études déjà réalisées.
Alors, ce qu'il faut noter aussi, il y a une évolution. Donc, il y a eu, évidemment, après cette réforme, donc il y a eu une autre réforme institutionnelle de seconde génération. Donc, à la suite, tout simplement, des conclusions, il y a eu une note de cadrage qui a donné, évidemment, d'autres orientations, tout simplement, au secteur. Alors, ce qu'il faut noter, c'est surtout l'exploitation des ouvrages d'assainissement qui a été mis en exergue. Alors, la situation actuelle, donc, on a trois aspects sur lesquels il faut mettre en exergue: la régie, la sous-traitance et la question de gérance par le secteur privé. Alors, nous avons phasé, évidemment, cette situation future, donc en trois parties, de 2019 à 2023, ensuite 2023 à 2027, et enfin en 2027, après 2027. Ce qu'il faut noter, il y a toujours, évidemment, cette sous-traitance qui est mise en exergue, la délégation du service public, mais qui va aboutir, donc, après 2027, à ce que, par exemple, l'Office national du cinéma puisse varier à une société de patrimoine, pour responsabiliser de façon intégrale, évidemment, le secteur privé au niveau de l'exploitation. Alors, ce qu'il faut noter aussi, un programme de gestion de boues de vidange important, donc le pilote qui a été mis en œuvre de 2011 à 2015, qui a donné une très grande réussite avec l'accompagnement de la Fondation Bill Gates, qui, en quelque sorte, prend en charge les filières de ces boues de vidange. Donc, partant de la collecte jusqu'au niveau de la réutilisation. Et ce qu'il faut noter, il y a des innovations au niveau, par exemple, de la collecte dans les zones inondées. Il y a eu des toilettes innovantes qui ont été mises en exergue. Donc, cela veut dire que ça a permis, évidemment, au Sénégal, donc, d'avoir des tests, de faire des tests de toilettes réinventés. Au niveau du transport aussi, donc l'organisation du secteur privé dans le cadre des entreprises de vidange, il y a eu un fonds de garantie accompagnant évidemment ces entreprises à avoir tout simplement donc des camions performants. Et voilà, le centre d'appel aussi pour faciliter un peu tout simplement donc, la vidange mécanique avec les mélanges. La certification des vidangeurs avec tout simplement en quelque sorte un décret qui est en cours et bientôt qui va être peut-être signé. Donc on est en train de suivre là-dessus. Alors au niveau du traitement, important, la délégation des stations de traitement de boues de vidange au privé. Là, vraiment, ça a été une réussite. Et nous avons, en quelque sorte, ou bien nous assistons à des tests de systèmes, comme par exemple l'omniprocesseur, qui en réalité donc est une révolution et qui permet tout simplement de produire, de donner 3 sous-produits, de l'eau, de l'énergie et tout simplement donc des fertilisants. Et pour terminer, par rapport tout simplement à la production d'énergie au niveau de la réutilisation, donc les fertilisants qui sont réutilisés et en quelque sorte l'eau qui en quelque sorte peut être utilisée autrement. Alors ce qu'il faut considérer est que les résultats sont probants parce qu'on a pu, à travers ces 3 stations de traitement de boues de vidange qui sont au niveau de Dakar, donc on a vu évidemment un secteur privé très performant qui a su donner des résultats, donc permettant la réduction des charges en personnel au niveau de l'opérateur, mais aussi le recouvrement de la redevance d'exploitation au profit de ONAS. Donc là, c'est en quelque sorte une expérience qui a très bien réussi. En termes de perspective, recommandation, nous, en quelque sorte, considérons que l'implication optimale du secteur privé est à considérer, consolider l'équilibre financier et les financements innovants, la promotion des sous-produits des stations et le renouvellement des réseaux, le système d'assainissement innovant à promouvoir, et enfin, l'actualisation et l'élaboration des schémas directeurs d'assainissement, parce que nous avons des zones spécifiques, comme les zones insulaires, qu'il faut essayer de, en quelque sorte, considérer pour prendre le système d'assainissement adéquat. Des plans directeurs d'assainissement au niveau des communes, au niveau des villes, et les plans locaux de développement, donc au niveau tout simplement donc, de certains quartiers, etc. Donc voilà, de façon résumée, en fait, un peu, donc la présentation que nous voulons évidemment partager avec vous dans le cadre tout simplement donc, des politiques, institutions et réglementations en matière d'assainissement au Sénégal. Merci. Is it audible? Yes, it is now. Okay, so before we release Dr. Mbai, we would love to open for a few minutes, maybe 3 minutes, Q&A. I mean, we've heard a lot of points about participation, cost recovery. We've looked at the private sector involvement. We've looked at various funding mechanisms. We've looked at institutional reforms. So is there any questions, at least 3 questions in the, okay? Je vais poser la question en français pour faciliter la compréhension à docteur. Merci pour la présentation. C'est Abdoulaye Bouli de l'USAID au Sénégal.
Je pense que c'est une très bonne présentation et vraiment nous félicitons les avancées notables que le gouvernement du Sénégal est en train de faire pour l'accès à l'assainissement et à l'eau potable. Ce n'est pas une question, mais c'est plus une contribution. Parce que la régulation aujourd'hui devient un palliatif par rapport au secteur de l'eau et de l'assainissement. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent et je pense que le rôle que le gouvernement peut vraiment aider pour structurer ce secteur, c'est vraiment de jouer sur la régulation. Parce que de plus en plus, c'est une demande sociale. Quand vous allez au niveau local, avec les communautés aujourd'hui qui s'organisent pour avoir des systèmes d'assainissement, le privé qui s'engage par rapport à son implication, cette nécessité de régulation est un préambule, je peux dire. Parce que sans régulation, ça veut dire qu'on va intervenir dans tous les sens et après, le coût pour recouvrer la situation, elle peut être dramatique. Je pense que je termine par une réflexion. L'assainissement, aujourd'hui, on doit la repenser. Parce que le rôle d'un gouvernement ne doit pas être de construire des latrines. Je pense que ce rôle, il est plus dévolu au secteur privé qui peut donner des solutions et des innovations dans la mise en œuvre. Mais la partie contrôle et qualité de service, et surtout dans la gestion, ça, c'est au gouvernement de le jouer et ça, c'est la régulation qui permet de le faire. Merci. Okay, thank you for that comment. I don't know if there's any further comment from Dr. Mbai, or should we go ahead and grab another question? Okay, I think we'll throw it in the back for a change. Thank you. Bonjour. Bonjour. Je ne veux pas ce qui m'est arrivé tout à l'heure à la salle de conférence. J'ai levé le bras longtemps sans pourtant avoir la parole. Je m'appelle Ibra Sow, je suis le président de l'Association des vidanges du Sénégal et j'ai été nommé fraîchement président de l'Association panafricaine des acteurs de l'assainissement. Alors, monsieur le directeur, je vais d'abord vous féliciter par tout le travail que vous avez fait au niveau de Dakar, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout le monde nous félicite, tout le monde nous envie du processus, n'est-ce pas, qui a été élaboré pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui au niveau de l'assainissement autonome à Dakar. Je vous remercie. Alors, voyez-vous, nous sommes enviés de partout et il y a un point sur lequel vous avez élaboré tout à l'heure en disant, en parlant de la certification qui est en cours. Seulement, monsieur le directeur, certification, ça fait 5 ans qu'on l'attend. Et jusqu'à présent, on ne parvient pas à avoir la certification. Le seul élément qui nous manque sur cette grande chaîne, c'est cette certification qui tarde à venir. Qu'il vous plaise, monsieur le directeur, de porter notre plaidoyer envers votre gouvernement, envers même au niveau du président de la République, n'est-ce pas, pour lui demander de nous octroyer cette certification qu'on attend tant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, comme vous l'avez dit, hein, merci pour évidemment les encouragements, les félicitations. Mais pour dire qu'évidemment, c'est une préoccupation très forte aussi donc, de gestion donc, en matière d'assainissement pour cette certification, parce que ça permet d'encadrer, hein, donc d'encadrer un peu les activités donc, en matière de vidange mécanique et d'éradiquer aussi complètement la vidage manuelle. Et là, je crois que, évidemment, vous savez qu'au niveau des textes réglementaires, la diffusion parfois est partagée par l'ensemble tout simplement des secteurs, des autres secteurs, qui ont évidemment leur mot à dire là-dessus. C'est vraiment cette diffusion qui parfois qui retarde pour qu'on puisse aller vers un consensus pour arriver tout simplement à l'édition vraiment. Mais en réalité, en quelque sorte, le dossier, donc le décret qui doit en quelque sorte prendre en charge, est déjà arrivé au niveau de la primature. Et ce qui reste, c'est vraiment faire passer au niveau du Conseil des ministres pour qu'on ait l'adoption et qu'on ait évidemment donc, ce document important. Donc ce qui est sûr qu'on est là-dessus et ça va venir, Inch'Allah. Merci. Okay, thank you for that response. I see a lot of male hands in the crowd, but I was hoping to balance it out a little bit and maybe pick a lady. None?
Okay, so we'll go to the far right and receive just one last question. Thank you. Ok, merci. Moi, c'est Haïti, je viens du Togo. On remercie le Sénégal pour les avancées en termes de normalisation. Mais dans votre exposé, vous avez parlé de normes de rejet des eaux usées ISO 30500. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage là-dessus? Comme ça serait un partage d'expérience. Autre chose, vous avez dit dans les zones inondables, vous avez innové les toilettes. Quel type de toilettes est-ce qu'on peut en savoir davantage? Je vous remercie. Merci beaucoup pour... c'est bon? Merci beaucoup pour... peut-être je vais donner une réponse. Nous avons des partenaires qui sont au niveau de la salle, qui ont beaucoup travaillé, évidemment, sur la normalisation. Hein. Peut-être ils peuvent donner leur point de vue là-dessus, mais aussi au niveau des toilettes innovantes, pareillement, nous avons des acteurs qui sont là. Alors, en ce qui concerne la normalisation de l'ISO 30500, ça permet évidemment de voir comment orienter ou bien encadrer un peu la conception, les essais en matière tout simplement donc de systèmes d'assainissement non collectifs. Et là, je crois que c'est fondamental donc d'organiser tout simplement donc ce système-là. Alors, en termes tout simplement de toilettes innovantes, parce que vous savez que la problématique au niveau de la zone, des zones inondées, en réalité, la nappe étant phréatique, hein, donc pour creuser évidemment des fosses, ça pose réel problème. Surtout, on a l'habitude de considérer que les toilettes latérales sont surtout en milieu rural et en périurbain. En réalité, c'est des fosses où, en quelque sorte, il y a une infiltration de ces eaux-là au niveau du sol. Mais si, évidemment, on a une nappe fleurante, donc il faut penser tout simplement à des fosses étanches. Et plus le coût est important, donc plus évidemment les ménages auront des difficultés donc pour évidemment en disposer. Mais à ce niveau, il y a en réalité un mécanisme qui permet d'accompagner les populations à disposer tout simplement donc de ces toilettes, même si évidemment le coût est plus élevé par rapport à certaines zones. Un mécanisme donc de financement basé sur le business model, donc avec un modèle économique qui permet d'impliquer le secteur privé, mais d'impliquer aussi les institutions microfinances, les banques, pour faciliter un peu à ces ménages qui sont sur place, donc d'avoir accès plus facilement à ces ouvrages donc innovants. Je ne sais pas, est-ce que dans la salle, ingénieur pouvait compléter un peu? C'est un engineering qui, en fait, voilà les innovateurs tout simplement de ces au niveau de la normalisation aussi, si vous voulez bien. C'est bon? Micro. Okay. All right. So thank you. C'est bon. Ouais, ça marche. Thank you very much for your nice question. I think there are 2 points. The ISO 30500s. I think this was has been prepared and is already published in last October, and this was a very long process where ANSI, which is from US, and ISN from Senegal was working on the core directions. And this norm, particular norm, focuses on household models, that is the RT-OP, Reinvented Toilet, of the Gate Foundations. We have 2 models. One is RT, Reinvented Toilet, which focuses on household, and we already published this norm. This norm focuses on household toilet. So we also have another big unit, I usually call it plant, big plant, and this plant also we are developing some norm. The process is ongoing, and I think it will be published around 2020. And the norm, the particular norm which focuses on big plant is called PC 308. So the process is still ongoing. So I think as for the toilet that we are promoting in rural, in flooded area in Senegal, we have 3 different models. One is Biofilcom. It is created by a Ghanaian firm,
and another one is of Ogre from US, and we have one from Senegalese made one. It's Dr. Bekai. So the advantage of these three different models is they can stand in flooded area compared to what we usually have like La Petite Latrine and others. So, and also to allow people to access to these technologies, we develop a nice business model and people pay based on their capacity. Thank you very much. Thank you, Mustafa, donc, de ces éclaircissements par Okay. rapport à la question. Hein. Mhm. I was just letting the translator complete there, but thank you very much for the presentation. I think an applause is in order. Okay, we can then move on to the next session. It's more or less a mock interview. I think just to switch it up a little bit, we'll have a bit of a BBC type of session. And we're focusing on this session. We will bring back Dr. Pokorski to be able to interview a panel of representatives, as earlier mentioned, ERUA, KCCA, NWASCO, and the Ministry of Water, Tanzania. So these are the representatives. We'll invite to the podium. There's some seats there. Dr. Abaka Mbai again. Then we will have Najib Lukoya, Titus Safari from ERUA, Oswell Katoka, and Jackson Mutazumba. Right, so if you want to look at the details, I think you can just more or less go through the panel there in terms of detail. So just to invite the participants and the interviewer on the stage. Thank you very much. So, I would like to structure this mock interview in two parts. The first part, we will be talking about the policy and regulatory framework, and in the second part, we would be talking more specifically about the financing side of it. So I'd like to start asking you, Titus, regarding sanitation and hygiene related policies in your country, Tanzania. Which policies or policy framework acts do you think were positive and which were negative, and how did they impact regulation? Thank you very much. With regard to policy and regulatory framework in Tanzania, one thing I consider positive is the clear definition of the roles of the regulator in the act establishing the Energy and Water Utilities Regulatory Authority, EWURA Act, and the Water Supply and Sanitation Act. The roles are clearly defined, stating what will the regulator do with regard to regulation of water and sanitation services, and what are the responsibilities of water supply and sanitation authorities that are regulated by EWURA are supposed to do. The Act also clearly defines what is sanitation and what actually utilities are supposed to do in terms of provision of both non-seaward and seaward sanitation systems. So with that, I consider it is a very positive thing that creates a platform for EWURA to perform its roles independently and ensure that sanitation services are improving in the country. Yeah.
Okay, thank you. Staying in Tanzania, Jackson, your position, the position that you hold, I learned has been, you are Assistant Director for Sanitation and Hygiene, and this seems to be a totally new directorate in the ministry. So what can you tell us about this? Why has this been established? What does this mirror? Yeah, thank you very much. And have been given the position in the section of sanitation hygiene. It's very new. It's a new section in the water supply and sanitation division. You know, previously there was a restructuring of the Ministry of Water. Previously we had the rural water supply division and we had the urban water supply division. So now these two have been merged into one division. So now they created now under the new structure, there is a sanitation and hygiene section. This is what I'm heading. It's been formed recently from last year in September, in November, and now I'm eager to head this section, and of course I'm here definitely to learn from my fellow participants, but the other thing which is interesting, which is really encouraging me, we can see there is a lot of, there is a change of attitude now from politicians, even from the ministry itself, that we need to give attention to sanitation and hygiene. And of course, another thing which triggered that is there have been an outbreak of cholera for the last 2 years, which has really prompted us to rethink how on giving improved sanitation facilities to the communities. And as we are talking about making sure that we don't have to leave anyone behind, both in rural and urban areas, especially in densely populated areas. That's what I can say. Thank you. Thank you very much. Those of you who have looked at the pictures will think that Oswald Katoka has changed a lot. Actually, it's not Oswald Katoka, it's, do you say Piri or Firi? Mr. Kasengahara from Nawasco is here to speak for Zambia. So I'm very happy to have you here. When I started in the water sector in 2006, I was told that if you want to learn about regulation, you have to look to Zambia. So if Zambia was already that good in regulating, maybe that applied more to water services provision than to sanitation. There still have been a lot of changes also in the Zambian water sector. Could you elaborate on those and on also focus on how these changes really help make a difference on the ground? Because we find often in German Development Corporation, when we explain that we are helping with this kind of institutional reforms, it is very hard to explain to the public, why do you spend taxpayers' money on institutional reforms? If you say we're drilling wells, or that, people get it. So if you could try to make the link from the transformation, the changes, and to what will that bring towards improving service on the ground. Thank you very much. And first of all, let me clarify, my name is Kasengahara, coming from the National Water Supply and Sanitation Council in Zambia. Engineer Oswald Katoka unfortunately was unable to travel, so I've been drafted in to sit in for him. So yes, Zambia still remains a beacon for regulatory reform and pioneering across Africa. So you are still most welcome to come to learn from us. We're doing our very best. But in terms of the institutional reforms that have taken place over time, I think the significant thing is now that we have one ministry called the Ministry of Water Development, Sanitation and Environmental Protection. Before we had a bit of fragmentation on the water sanitation side, and through protracted discussions, we thought we needed to make a one-stop ministry
where water sanitation could be addressed. Of course, there's environmental protection in that, and it's because of the direct linkage sanitation and environmental impact has. So this is the biggest thing that we've done, but as far as early 1990s, we began to reform the sector. That culminated into the formulation of the 1994 water policy, spelling out clearly the institutional arrangements, but also the legal frameworks. We eventually saw the passing of the 1997 Water Supply Sanitation Act that has created ourselves as a regulator, but also commercial utilities as joint ventures of local authorities. So we've transitioned in that manner, and we think it's working very, very well. The positive now is that there's a focus on sanitation. Previously, the Ministry of Water was combined with, say, the Ministry of Mines or the Ministry of Energy. Now, these are very big sectors as well, the backbone more or less of the economy. So the focus tended to be skewed towards either mines or energy, unlike water. But we think that this direction we've taken of a one-stop ministry will now provide clear leadership for the sector and clear focus on aspects such as sanitation. Can I go on and speak about other ventures as well regarding sanitation? Okay, so what we've done last year, we formulated the urban on-site and fecal sludge management regulatory frameworks. This is directly focusing on sanitation improvement. We've equally formulated a regulatory framework for rural water and sanitation. So the regulator now has focus to improve sanitation, not only in the urban setup, but also in the rural setup. We are beginning this year, 2019, to roll out those particular strategies, beginning with organizational reforms, that is assigning personnel to be dedicated to the two focal areas I've mentioned, water supply sanitation, but also on-site sanitation. That is a big move. We're equally involved in other initiatives at regional scale, that's on the Eastern and Southern African platform, collaborating with fellow regulators in the region to try and put in place kind of common standards and regulatory frameworks to help the entire sub-region move forward. As a country, we've gone a step further. Are you cutting me or can I keep talking? Maybe let me talk about that later. And this, you just finish quickly. With your permission, yes, I'll move forward. We have gone ahead to develop standards on on-site sanitation. We are very, very much advanced. We're doing this in collaboration with the Zambia Bureau of Standards and other sector players. This is an effort to try and bring in sanity and uniformity as far as on-site sanitation, regulation, and practice is concerned. We're equally piloting a bylaw, beginning with Lusaka City, where we're developing a bylaw with the Lusaka City Council, focused on on-site sanitation. We're equally advanced on that phase. I think March or April, we should be rolling out those two particular pieces of guidelines as well as bylaw that I've just mentioned. Thank you very much. That's a lot of information to absorb, a lot of things to learn from. I would like to switch a little bit towards the financing, and I would start with you, Najib, to ask you whether you think that household sanitation, that the money that families need for household sanitation could and should partly come from subsidies. Do subsidies have a role in assuring universal access to sanitation? And if yes, who should subsidize and where should the money come from? Yeah, thank you so much. I think subsidies is a big controversial topic, but by and large, subsidies really work. Only in areas where you have a well-structured plan, so subsidization must be targeting, adding to the sector targets, adding to access targets, and the other part is the commitment from government. I think for me this is very important. If you just put subsidies across and people benefit out of them without a clear commitment on government, with a plan, with a clear sustainability plan, then at the end of that day, you'll find some people benefiting, but on a long term, you can't trace the results.
at the end of the day, also ownership is lacking. So for me, I think, yes, they can work, but one, have a good commitment from government to sustain the program. Two, make sure that you have a clear plan, investment plan, to which subsidies contribute or are just part. And then the last bit, they can also work if you are simply promoting or demonstrating some new technologies or solutions that work, just to try and catalyze scaling. So yeah, for me, those are very critical points. Where you don't have those, then you're likely to fail, because people will simply be looking for quick gains out of this subsidization program, but no sustainability at all. Mm-hmm. Thank you, Najib. Dr. Mbaye, comment ça résonne avec vous? Vous avez présenté le fonds que vous avez pour l'assainissement. Comment est-ce qu'il répond aux critères que Najib a justement évoqués? Et vous pouvez élaborer un peu d'où vient l'argent qui est dans ce fonds? Merci beaucoup. Je voulais seulement préciser d'abord que on peut parler dans un premier temps d'investissement, à partir évidemment donc des financements donc de projets et programmes, mais de l'autre, on peut mettre en exergue un peu le côté exploitation, parce que les investissements qui ont permis tout simplement d'avoir des ouvrages d'assainissement, il faut penser déjà à l'exploitation, c'est-à-dire la maintenance et la gestion. À ce niveau-là, je crois qu'il est fondamental de mettre en exergue une politique très forte tarifaire, donc de recouvrement, un mécanisme de recouvrement, donc de facturation de recouvrement très performant, qui va permettre d'accompagner un peu, évidemment, donc cette phase d'exploitation de ces ouvrages-là. Alors, ça, je crois qu'un plaidoyer fort doit être en train d'être donné au niveau des institutions, parce qu'au niveau de la politique tarifaire du secteur eau assainissement, le grand bénéficiaire, c'est l'eau potable. Donc, l'assainissement est toujours laissé en rade. Donc, cela veut dire que il y a des manquements donc, pour que, évidemment, les charges d'exploitation puissent être prises en charge. À ce niveau-là, je crois qu'on continue à faire le plaidoyer pour que l'État puisse encourager davantage donc, le financement ou bien la subvention donc, envers tout simplement donc, la prise en charge des coûts d'exploitation. Alors, en ce qui concerne, on parle de fonds d'assainissement au Sénégal, c'est surtout relatif à la gestion des eaux pluviales. Parce que nous, l'assainissement, c'est les eaux usées, mais aussi les eaux pluviales. Alors, à ce niveau-là aussi, c'est un problème réel. À ce niveau-là, il faut essayer de non seulement penser à la subvention, mais voir comment tirer d'autres fonds provenant évidemment donc de la municipalité, par exemple l'imperméabilité au niveau des communes, donc les taxes peut-être peuvent permettre tout simplement de renforcer un peu ce fonds-là. Mais il y a aussi en quelque sorte ce qu'on appelle la gestion des routes. Il y a un fonds donc, de gestion des routes qui peut contribuer tout simplement à la gestion tout simplement des eaux pluviales, parce que quand on sait qu'au niveau des projets routiers, nous avons en quelque sorte des ouvrages de drainage des eaux pluviales. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un accompagnement dans ce sens-là. Mais en réalité, je crois que c'est, comme on l'a dit tantôt, mon collègue l'a dit tout à l'heure, il faut que l'État joue le rôle tout simplement régalien de régulation, d'accompagner en quelque sorte pour que le secteur privé qui doit avoir le rôle d'exploitant puisse être dans des conditions donc, en quelque sorte favorables. Et pour cela, je crois qu'on va continuer avec dans l'ensemble des acteurs à pousser l'État pour que, évidemment, qu'on ait donc de bons accompagnements dans des conditions cadres bien déterminées. Donc voilà en quelque sorte. Maintenant, tout ce qui concerne évidemment donc l'accès à ces investissements, donc là aussi, on pense déjà à voir comment monter un business model pour que, en quelque sorte, d'autres contributeurs, tels que les collectivités locales, tels que évidemment donc les organisations financières, puissent accompagner. Donc pour parvenir tout simplement davantage à arriver tout simplement à l'accès universel donc en matière d'assainissement et d'hygiène. Donc c'est pourquoi je l'ai dit le plus souvent, l'assainissement pour tous, mais aussi par tous. Merci. I would like
to ask you for a brief, each of you, for a brief statement. What would you advise colleagues here in a room to do, and what would you advise them not to do? Try to really be brief and to the point so that people can take it at home with them. Titus, may I start with you? What would you recommend people to do with regard to improving the regulatory and policy framework, the financing framework for water and sanitation, and what would you advise against? Thank you. What I would advise in terms of the regulation from the regulatory point of view is that before making the steps ahead, we need to look at the existing policies and legal framework in our respective countries so that we can see clearly what are the roles of the regulator and where the regulator can intervene in terms of improving sanitation services. For the regulator to perform their duties very well, one of the pillars is to have the right information and data for making regulatory decisions. The second one is to have the instruments in place, the regulatory tools in place for them to make those regulatory decisions. Now, what I would advise is that we need to establish a platform for having data and information from the entities that we are required to regulate, provide mechanisms whereby we can collect data, timely and accurate information of the sanitation services. For our case in Tanzania, we have EWURA, we have the Water Utilities Information System, which is a platform for data collection. And in the near future, we are embarking on a process of reviewing it so that it can be more focused on, especially on on-site sanitation services. Also, in terms of having in place regulatory instruments for regulation, we have embarked on, we have the tariff review framework, which is very well defined in our tariff setting guidelines for water utilities, which we issued in 2017. It's a very recent document which provides a framework for not only seaward system, but also how utilities will do in terms of tariff setting for on-site sanitation services that they are required to provide. Also, we have a performance benchmarking mechanism just reviewed in 2018, and that one provides a framework on how we have KPIs for on-site sanitation for the regulated water utilities. So in short, we need to have a data collection mechanism and regulatory tools clearly stating what are the roles of the regulator, what the regulator will do, and what are the utilities supposed to do in terms of on-site sanitation. Thank you. Thank you. Try to make it brief. Try to make it one sentence of recommendation and one sentence, if you have one, of caveat. Your priority. So my short message is that we talk less and demonstrate more action. As countries, I think we've belabored this issue of sanitation lagging behind, but it's high time we actually demonstrated action. I think the solutions enough, even from this particular conference, but also lessons elsewhere, which we can actually implement. But we need to be very creative in terms of financing sanitation. It's a little bit more expensive compared to water, and there are areas where we need further actually introspection into the subject. But I think we can still do it. There are creative ways we can finance. Let's sanitation not lag behind. Worst case scenario, let's have 50% water project, 50% sanitation project. But you must remember that for a start, especially on-site sanitation initiatives, there might be subsidies required to be provided to households. And that is the area that we need to think through critically. Thank you. Yeah, my advice is from my own experience in my country. We have been planning at a national level where you have the Minister of Water having his policy, you have the Minister of Health having his policy,
and also Minister of Environment. And we have been talking to each other. And this kind of having that kind of pillars have made, we met a lot of challenges. What I'm advising is that let us do the joint planning, especially at the LGA level, and also let us consult each other at a higher level, at the ministerial level. But we have talked about the things which I wouldn't advise you to do. I know there are subsidies, but we shouldn't go to at a household level. You can subsidize that by maybe in terms of the collection, and we can use MTIA's accessibility MTIAs that can be subsidized the cost to the community that will be agreed in terms of transport until discharge and treatment and so on. But I wouldn't advise at a household level to go and build a toilet for a family. That is, for me, I see this is the responsibility of the family itself. What they need is to be sensitized to know, because in our country, like, we have people who have got good houses, build good houses, expensive houses, but they've got to build the toilets. So this should be the responsibility of the farmer itself. Thank you. Alors, merci. Ce que je peux dire par rapport à notre pays, au Sénégal, nous avons évidemment en quelque sorte une politique qui a été qui est bien définie. Les stratégies sont en quelque sorte très claires à tous les niveaux. Ce qu'il faut noter est que je crois que les institutions qui sont déjà mises en place, les rôles et responsabilités aussi sont mis en exergue. Nous avons eu la chance aussi de mettre en place ce qu'on appelle un cadre d'échange et de concertation de l'ensemble des acteurs du secteur de l'assainissement, qui va permettre tout simplement donc, à l'ensemble des acteurs d'avoir des informations de façon périodique et aussi de partage des données. Et à ce niveau-là, ce que nous recommandons, que l'ensemble des acteurs s'y impliquent, donc participent tout simplement à ces échanges au niveau tout simplement de ce cadre de concertation d'échange. Ça permettrait évidemment de faire ressortir des thématiques très claires à tous les niveaux, assainissement en milieu urbain, en milieu rural, et avec le groupe thématique qu'on a mis en place au niveau avec l'ensemble des bailleurs donc du secteur, permettra au niveau tout simplement donc, de ce groupe thématique donc, d'aborder de façon conséquente donc, ces problèmes, ces thématiques qui seront en quelque sorte posées sur la table. Donc je lance un appel à l'ensemble des acteurs, privés, sociétés, la société civile, les collectivités territoriales, donc tous s'engager par rapport tout simplement à cette nouvelle dynamique pour que évidemment donc, ce que nous voulons en termes tout simplement donc, d'assainissement envers les populations soit bien réussi. Comme j'ai l'habitude de dire, donc, par rapport à ces collectivités territoriales, ils ont un rôle important à jouer, surtout dans le cadre tout simplement donc, de la sensibilisation, d'un changement de comportement. Et là, même si évidemment le secteur n'est pas transféré, mais on peut dire que évidemment c'est un secteur qui est partagé. Donc à ce niveau-là, je convie l'ensemble des secteurs tout simplement à mettre la main pour tout simplement qu'on puisse réussir ce challenge, ce défi tout simplement du secteur de l'assainissement. Merci. Thank you so much. So, like I said, for me, it is really to push our governments to take the lead in this sector, and specifically financing, whether it is from subsidies or grants or loans. This has to be structured within a very clear government program. The last bit is to advise colleagues that we do not have to copy because it is interesting, whatever it is, but because it works for you. Thank you. Thank you very much. I think... Je voulais donner une information par rapport à l'organisation du Forum mondial de l'eau à Dakar 2020-2021. Et l'ensemble tout simplement donc, des pays africains, voire le monde, évidemment, sont invités évidemment à préparer, à contribuer pour la bonne réussite de ce forum mondial, donc Dakar 2020-2021. Merci beaucoup. Thank you very much. I think what remains very strongly is talk less, do more. I think this links very well with the heading of the German ministry's strategy, where our minister said, in the essence, we do not have a knowledge gap,
What we do have is an action gap. And I do agree that it is important to get all stakeholders involved. It is important to convince the governments about the role, about the importance of allocating adequate budgets, etc. So let's go home and let's continue, hopefully, doing and do more and talk about it every now and then. Thank you very much. Yeah, so thank you for let's use this one. Thank you to our panelists and our interviewer. That was quite insightful. I think there's a lot of discussion at the table. We could go on all day if we had a choice. But unfortunately, we've been set back on time, so we would have to prematurely end our session. In the sense, we would have loved to hear more from the crowd. There's a lot of impressions out there, but we've got four more days left, so we hope in that 4 days that we can all sit together, recognize the faces that have been presented before us, and maybe corner them and ask them a few more questions. So hopefully that happens during the days that we have left. In the sense of time, because of the adjustment of time, I'll invite Trevor in about a minute, to give an impression on what changes or what the sessions will look like post-lunch, or is it prior to lunchtime? So we get an impression of how that will affect the sessions for the rest of the day. But in the meantime, it's something to take home to realize that this session has been beneficial. We've looked at financing, a little bit on subsidies. I think subsidies are a topic that keep coming back, and we appreciate that because that actually communicates that this is something that organizations, governments are very interested in. We've talked about government commitments. We've talked about policy frameworks generally. Of course, these are things that we can also borrow from each other, so let's continue those discussions. And then finally, one thing that came out of the discussion is data capture and digital approaches. Again, this is a topic that will keep resonating or coming back into the sessions that we'll have during the course of the conference. So just from my perspective, these are a few things that I thought I should share. And then we'll bring it back to Trevor for the time discussion. Thank you. So thank you very much. Just on behalf of the organizers, just so we are orientated when we leave this room and we don't all get lost because of the different timing, this is just on the program changes around the timing. So the Africa SAN Awards on your program were due to start at 12:45, and we currently have approximately 1:30, and the Africa SAN Awards will be starting immediately after this in the lunch break. Don't worry about lunch. Lunch was scheduled from 12:30 till 2:30. Lunch has started and will run till 3 o'clock. So there's more than enough time to get lunch. You can still go to the Africa SAN Awards, enjoy them, and support the winners there and congratulate them. The Africa SAN Awards will be running until 2 o'clock. So even after the Africa SAN Awards, there's still 1 hour from 2 to 3 for lunch. So we don't have to stress. No one will go hungry in this conference. And then the afternoon sessions will start at 3 o'clock. So they were due to start at 2:30, so just a half an hour delay there. And they'll start at 3 o'clock and run through till 4:30. So, and then we'll make up a little bit of time and we'll come back for the plenaries. There's a FSM 5 plenary, and then there's a couple parallel sessions, the dialogue sessions of the Africa SAN. And instead of them starting at 16:30, so 4:30 p.m., they'll start at 5 o'clock and then run through to the hour. So we end the day we'll end today with a half an hour delay, just so everyone's orientated. So I hope that orientates everyone. I'd like to thank you all for a great session, and yeah, I think everyone, let's give a big round of applause and then off to the next events.